dans un set de DJ, ce que je demande, les mecs, ils demandent tous des bouteilles d'alcool, des trucs comme ça. Prends quoi, soda et banane? De l'eau, des bananes, des fruits, beaucoup de fruits avant de le set. Et je mange 2 heures avant. Comme un athlète de haut niveau, je mange 2 heures avant, je mange des bananes. Bob Sinclair, toi t'es né le 10 mai 69. Moi, je suis né dans le Marais. Je suis né frontière Marais, clinique des Bleuets, avenue de la République. Bon, et à la maison, ça se passe tranquillement, les cours, c'est OK? Ouais, les cours, c'est OK jusqu'en 3e, où j'étais assez bon. Mais assez réservé, timide, pas grand-chose à signaler. Je me faisais pas remarquer, tu vois, j'étais assez petit physiquement. Franchement, ouais, assez transparent comme garçon, tu vois. Rien de foufou. T'étais pas le leader de la cour de récré? Ah, pas du tout, oh là là. Mais t'étais pas la tête de Turc non plus? Non, j'étais pas tête de turc, j'étais dans un coin, bon, je me faisais pas remarquer. Ta maman, elle écoutait beaucoup de musique à la maison? Non, pas trop, non, pas du tout. Mais je te dis, les premiers bar gays sont arrivés dans le Marais dans les années 80, début des années 80. Donc la musique part de là, tu vois, je pense. Après, bon, il y a eu le Palace, les bains-douches en 87, 88, le Boy, Roger Boitefunk. Enfin, c'est surtout le clubbing à Paris qui m'a amené vers toutes ces musiques. Alors, justement, en 86, ce qui se raconte sur les internets, c'est qu'en 86, au Palace, il y a une soirée où il y a un déclic pour toi. Tu te dis, tiens, le métier de DJ, ça m'intéresse. Ouais, il n'y a pas une soirée en particulier, mais il y a un DJ qui est là. Et c'est vrai qu'en 87, c'est vraiment c'est l'explosion de toutes les musiques qui nous viennent des États-Unis, d'Angleterre, même de Belgique aussi. Hein, Belgique, un peu Italie. Donc, il y a un mélange de rap et de dance music. Tu vois, le garage est vraiment encore quelque chose de très underground dans une scène gay new-yorkaise. Et on n'est pas encore, c'est encore trop pointu pour la France. Ça arrive vraiment fin 80, début 90. Donc il y a un mélange de sonorités. Puis les mecs étaient calés dans ces clubs-là, ils avaient déjà la trentaine, tu vois, il y avait déjà une scène de nuit. Et le Boy de Philippe Fassien, donc sous l'Olympia. Ouais, il y avait le Boy. Alors, moi j'y suis allé 1 ou 2 fois parce que c'était vraiment très garçon. Hein. Ouais. Et puis moi je préférais, il y avait Roger Boitefunk aussi à Strasbourg-Saint-Denis où je suis allé plusieurs fois, où c'était vraiment rap, funk, soul avec Chabin, avec Dynasty, tu vois. Acid House, New Beats. Ah non, c'était funk, Funk. Rap, les débuts du rap et funk et soul. Musique nord-américaine. Ah oui, complètement. Urban groove. Et tout commence au moment où moi je commence un petit peu à acheter des disques pour les mixer dans ma chambre, tu vois. Je me fais des cassettes pour aller à l'école. Et puis dans le Marais, il y a un magasin de disques qui se crée en 90 et je rencontre DJ Yellow. Là, je lui dis. J'adore cet album de Tribe Called Quest là, qui vient de sortir. Alors, il y avait tout un rap un petit peu plus cool, un petit peu plus hippie qui arrivait des États-Unis à ce moment-là avec de la soul, Tribe Called Quest, Jungle Brothers. Il y avait Brian Nubian, il y avait pas mal de gens comme ça, très pointus. Et il samplait du jazz, de la soul. Moi, je ne savais pas, tu vois. Donc, j'arrive dans le magasin, je dis voilà, j'achète de la soul. Et je dis j'aimerais bien au mec, comment ils font cette musique-là. Et lui, il me dit qu'il était passionné DJ Yellow, qui est devenu mon associé chez Yellow Productions ensuite. Il me dit regarde les samples, tout est à base de samples. Donc ils prennent des échantillons de disques originaux des années 60, 70, même 80, et ils font des boucles avec, ils rajoutent des rythmiques. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je pensais même pas que j'allais sortir un maxi un jour ou sortir de la musique, tu vois. Je voulais juste essayer de recréer. Je copiais un peu mes maîtres, si tu veux, mais qui étaient vraiment ces DJ américains, quoi. Donc c'est la suite du disco. Parce que le disco est jamais mort, hein, les boîtes gays ont toujours été là et ont toujours soutenu le disco. Donc il y a eu le high energy, ensuite la synth pop années 80 et avec l'explosion des machines, des boîtes à rythme et des synthétiseurs, la musique devenait beaucoup plus accessible, crée la new wave et toutes ces dérivés, les débuts de la house, si je ne m'abuse, à Chicago, 83, tu vois, le premier maxi, il arrive en 82, 83, Jesse Saunders, On and On, je crois que c'est le premier maxi. Donc voilà, alors c'est une boîte à rythme, et pas de piano, pas de musique, hein. Boîte à rythme avec des petits sons, donc ça se veut électronique minimal. Mais là, ça sort, toi, t'es ado moi, je suis complet. pas du tout là-dedans. Là, moi, j'ai fait ma culture bien ado. après. Moi, je suis vraiment dans le rap à 100%. Et même quand je commence Yellow Production, je produis du rap. Je fais le premier maxi de East Cut Killer, donc East, malheureusement, qui nous a quittés à l'époque dans un malheureux accident de scooter. East, Cut Killer, avec Cutty B, je rencontre Cutty B aussi. Qui est devenu Shiba-san, maintenant qui cartonne aux États-Unis. Bon, on fait du rap, sauf que mon pote vient de banlieue, lui il vient de Sarcelles, moi je viens du Marais, bon, on fait une belle collaboration, mais on n'a pas accès aux rappeurs. Voilà, il faut avoir une crédibilité street pour être dans le rap.
on trouve pas les rappeurs, donc on décide de mettre des musiciens dessus, ce qui vient avec la vague acid jazz de Londres, des Anglais au sud, début 90. Il faut se dire que fin 80, début 90, ça explose dans tous les sens. Hein. Ça recycle. Hein. Fin 80, début 90, tu te lances. Alors, il y a plusieurs pseudos au début. Évidemment, il y a eu Reminiscence Quartet, Mighty Bop, Chris de French Kiss. Ouais. Ça me fait toujours penser à Lil Louis quand j'entends French Kiss, Mais évidemment, avec bien sûr, ce titre mythique et emblématique. Et puis, il y a eu l'aventure Bob Sinclar qui s'est lancée en 98. 97, premier maxi. Avec l'album Paradise en 98. Exactement. Album Paradise, ouais, magnifique, mais tu vois, on retrace ça ultra rapidement, mais à ce moment-là, il y a une excitation sur la French Touch qui est extraordinaire, tu vois. Il y a l'album des Daft qui vient de sortir. En 96, Homework. Homework, ils créent tous les deux leur petit label, Roulé et Cri d'amour. Bon, Étienne de Crécy arrive. Et Saint-Germain, je savais pas, mais en fait, l'album était sorti en 95. C'est Boulevard. Boulevard, hein ouais, Boulevard en 95 chez F Communication. Ouais, bah, Éric Morand, Laurent Garnier et Saint-Germain. Super album hein, de Boulevard, magnifique. Hein. Bon, celui qui a explosé dans le monde entier, c'est Touriste après chez Blue Note. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Saint-Germain, énorme artiste. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de circuit de distribution qui va de la France vers l'étranger. Ça n'existe pas, tu vois. On fait que importer des disques. Donc, nous, on prend avec DJ Yellow, on fabrique les disques en Belgique. Avec une voiture, on prend le bateau pour traverser la Manche, aller en Angleterre et les distribuer de la main à la main. On l'a fait 2-3 fois. Après, on a trouvé un circuit pour envoyer les disques. Et ça a été vraiment les débuts de quelque chose. Tu vois, on a créé un circuit de distribution underground pour les vinyles. Le premier succès, c'est quand nous, on fabrique des vinyles et qu'on en vend 1000. C'est ça le premier succès, quand on parle de la base. Aujourd'hui, faire un succès, c'est vendre des millions de disques, mais vendre un maxi, 2 maxi, 3 maxi, Yellow Production, putain, ça existe, tu vois. On existe, alors on dégage pas d'argent, tout se refinance avec les ventes de disques, donc c'est génial. Mais Dimitri From Paris arrive sur le label, Kid Loco arrive sur le label, on découvre Salomé de Baya, Tom et Joyce, Bang Bang, on fait des disques avec Chaz, qui était un copain de Saint-Germain, on commence à la house, et comme tu dis, Bob Sinclar arrive avec le super guest Thomas Bangalter, qui fait Gym Tonic à ce moment-là. Moi, je fais un remix pour Stardust, donc on fait des échanges. Ça se passe, tu sais, comme ça, à la cool. On pense même pas à clearer les samples. On prend des trucs, ça sort à l'arrache, parce qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte à ce moment-là que ça va exploser, tu comprends ? Et en 98, à la WMC, il y a donc ce fameux hit de Stardust, Music Sounds Better With You, qui sort. Ça... Et là, c'est le raz-de-marée interplanétaire, mais c'est aussi l'ouverture de la French House sur le monde entier. Ouais, c'est fin mars 1998. Et c'est là qu'on se rend compte tous à ce moment-là, parce qu'ils bricolent un truc. Alors, ils ont fait Homework, c'était principalement instrumental. Ouais. Quasiment que ça, avec 2-3 petits vocodeurs dans la chambre, machin. Mais là, il y a une chanson faite par des Français, tu vois, et avec des samples bricolés dans une chambre. Donc là, c'est l'explosion. On vend des vinyles, c'est fait sur un petit label, et là on se rend compte vraiment de la puissance du bidouillage de home studio. Je dis bien bidouillage parce que c'est sampling, tu vois, c'est en tout cas toute cette scène de DJ underground explose à la vue du monde entier grâce à ce titre-là. Benjamin Diamond, Thomas Bangalter et Alan Braxe qui fera avec Fred Falk le morceau Intro, qui est aussi un des morceaux emblématiques après, sur de la French House des années 2000. Ouais, mais parce que donc après, on perd nos complexes par rapport aux Américains, aux Anglais, qui faisaient déjà de la musique. Là, on y va, de façon instinctive, on jette comme des mots sur le papier, on jette des samples, comme ça, et ça part, il n'y a pas de... Rien, et tout est bidouillé, quoi. Et puis Love Generation arrive en 2005 sur l'album Western Dreams. Sur l'album Western Dream, là c'est énorme succès mondial. Et puis après, bon, lui, si tu veux, il n'y a pas de compétition, tu vois, il y a que de l'émulation. Donc chacun, tu vois, se dynamise l'un l'autre. On se dynamise l'un l'autre. Tu vois, c'est une scène, mais chacun se pousse. Un coup c'est là et ça dynamise toute une scène. Tu vois, oui, mais comment est-ce que vous avez vécu, vous qui avez grandi justement et évolué avec cette musique underground, comment est-ce que vous avez vécu cette explosion au monde entier, aux yeux du monde entier ? Est-ce que quelque part c'était un double succès, un succès pour les clubbers et un succès pour le grand public ? Moi, ce qui est bien, c'est que je suis arrivé après 10 ans de label. J'ai eu un succès énorme après 10 ans de Yellow Production, donc de production très underground, avec une montée progressive. Tu avais fait le premier GAO avec Magic System en début 2000 ? 2001 exactement. Ouais. Donc, mais ça vient après aussi le projet Africanisme sur ouais, Yellow. Bien sûr. Donc, tu vois, faut que les gens qui nous regardent, ils aillent fouiner un peu ce que c'est qu'Africanisme, ce qui a donné l'explosion de la scène afro d'aujourd'hui. Hein. C'est pas moi qui le dis, parce qu'on a été disque d'or en Afrique du Sud en 2001 avec le premier opus d'Africanisme. Black Coffee en parle, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas de façon prétentieuse, mais Black Coffee il en parle régulièrement. Il a été
il a été très influencé par ce projet-là, quoi. Parce que les gens te connaissent à travers tes tubes. Tu vois, c'est ça qui est. Alors, le succès, c'est extraordinaire. Hein. En tant qu'artiste, quand tu as un succès, c'est phénoménal. C'est-à-dire que tu étais sur le bon chemin et tu donnes le bon message. Mais ça te met dans une case. Et les gens, alors finalement, m'ont redécouvert avec le confinement, avec toute cette culture musicale que j'avais. Donc, j'ai pu aller au Rex en leur disant voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, tous ceux qui sont venus, ils étaient 1002, je crois, et c'était plein. On a reporté 2 fois la date. Et j'ai réussi à m'exprimer sur début funk, un peu French touch, house. J'ai voyagé, j'ai fini africanisme. Et c'est pas facile de mixer 7 heures, hein, mais quand tu es résident, mais oui, mais bon, on remercie les résidents d'être là. Et j'ai été résident moi-même au début des années 90. Et Bah oui, c'est des horaires un que tu as métier déjà qui tenus. n'est pas facile. C'est plus agréable de jouer que 2 heures. Non, pas forcément, mais mixer 6 heures, 6h30, c'est un vrai challenge. C'est un autre métier quelque part. Ouais. Il faut faire plaisir aux gens aussi. Donc, il faut les faire voyager. Il faut avoir une grosse culture musicale. Est-ce que quand on fait un succès et qu'on connaît un succès comme celui que tu as connu, ça met une pression pour la suite? Parce que du coup, Ouais, on bien ne sûr. crée plus la musique de la même manière. Exactement. Exactement. Ça crée une énorme pression et tu te demandes toujours. Tu essaies de te souvenir dans l'état dans lequel tu étais avant de commencer avant de faire Love Generation. Tu dis merde, il faut que je redevienne vierge pour être aussi instinctif, tu es aussi pur. Mais c'est difficile parce que tu as connu le succès, donc finalement, Love Generation devient ton empreinte et tu ne peux plus t'en défaire. Donc les gens t'attendent sur le même terrain. Mais tu peux pas faire 2 fois le même titre. Donc heureusement, World of Dawn était dans une couleur différente et Roxy's Party aussi. J'avais fait exprès. J'ai toujours essayé de produire plein de titres avec des différentes couleurs pour pouvoir les jouer. Mais est-ce qu'on s'apaise à l'intérieur de soi-même? Parce que quand on crée de la musique, évidemment, l'idée, c'est quand même de le partager avec le plus grand nombre. Quand tu vis un succès, ben, c'est le cas. Est-ce qu'après, du coup, ça apaise quelque chose en soi? Heureusement que Love Generation est arrivé après 10 ans de musique. 10 ans de label, 10 ans d'underground. Des bases solides. Des bases solides. Si c'était un titre que j'avais fait du jour au lendemain, ça m'aurait mis une pression énorme. Tu vois, Kungs, pour parler de ça, de la nouvelle génération, il est arrivé avec This Girl, Ouais. Premier titre, boum, succès mondial énorme. Donc derrière, wow, c'est le coup de massue. Donc heureusement là, il rebondit parce que ça fait partie des jeunes qui ont du talent. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça te met forcément dans une pression. Avoir un succès sur un titre à toi, ça a un petit velouté. Tu sais, les gens te disent, wow, t'es un génie, t'as fait ci, ça. Si tu gardes pas la tête froide, tu t'enflammes. Hein. Donc faut pas oublier d'où tu viens. Tu as fabriqué les disques à la main, tu as tes potes qui sont là, tu dis t'enflamme pas. Donc faut rigoler, faut kiffer, tu vois. Tu kiffes le moment. Il faut avoir un bon entourage. Bon entourage. L'entourage, c'est qui tu es, hein, de toute façon. Et évidemment, une hygiène saine, c'est ce que tu prônes tout le temps. Ouais, bon là, moi, je suis un fervent défenseur de la vie saine, bien manger. On est dans une cave à vin, mais on boit de l'eau. Ouais, moi, j'ai goûté de temps en temps. J'ai un de mes meilleurs potes qui collectionne le vin et qui me dit goûte un peu. C'est du vinaigre pour moi, tu vois, ça n'a aucun sens. Puis mon père était un peu alcoolique, tu vois, très alcoolique même. Donc c'est pas quelque chose, l'alcool, c'est pas quelque chose qui reflète une belle image pour moi. Et la drogue, etc. Moi, je suis vraiment, tu vois, je repousse Pas quelque chose de toutes ces festif. choses. Non, j'ai rarement vu des gens bourrés jolis. Tu vois, ou même des gens qui prennent de la drogue. Alors je connais pas tous les codes, mais je les vois. Je dis toi, quand t'as ta bouche de travers et les yeux comme ça, t'es pas normal. Donc c'est pas joli à voir. Oui, puis en plus, tu dois aller voir. S'il y avait une drogue où ça te rend beau, tu sais. Pourquoi pas? Dr Jerry et Mr Love. Tu vois, d'un coup, tu te transformes en Playboy et je le prendrais direct. Est-ce que dans tout ce que tu as vécu, puisque tu as tout connu, quasiment tout connu, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti accompli? Tu t'es dit, ça y est, là, j'ai fait ce que je voulais faire, le reste, c'est que du bonus. Tu sais, je pense que tu as accompli le jour où, en toi, tu as centré quelque chose, c'est-à-dire ce pourquoi tu es fait. Comment je vais t'expliquer ça? Efficacité et en même temps, comment je vais te dire ça? Tu trouves ta passion et tu vis grâce à ta passion. Tu vois ce que je veux dire? Efficacité, plaisir. Voilà, efficacité, plaisir. En même temps, tu vis grâce à ta passion et tu vis ta passion tous les jours. Là déjà, tu es épanoui. Tu ne peux pas faire autre chose que de sourire tous les jours et dire je vais faire de la musique, je me lève pour ça. Alors oui, il y a des petits coups de fatigue, il y a pas mal de choses, c'est difficile, c'est un métier assez seul, où je suis très seul, je travaille seul, je me désociabilise complètement de la vie normale, tu vois, mais bon, je vis ma passion de tous les instants, à tous les instants. Tu arrives quand même à avoir une vie personnelle, mais tu as réussi à avoir mais ma des vie enfants, personnelle, elle est, bien sûr, j'ai eu une femme géniale qui m'a fait 2 beaux enfants, mais à un moment, elle te dit stop. Elle te dit, si à un moment, tu rentres pas dans une vie normale
avec une vie sociale normale, je peux pas y arriver, tu vois. Je peux pas vivre avec un fantôme. Même si tu es là, quand tu es là pour les enfants. Mais à quel moment tu partages quelque chose avec moi et avec d'autres gens? C'est un choix de vie. Quand tu es artiste, tu es artiste. Tu peux pas faire, tu vois, moitié-moitié. Il y a la Starac qui fait son retour sur TF1. Est-ce que tu as parlé du coup avec Universal pour le retour d'un générique avec les nouvelles émissions de la Starac? Écoute, non. Je crois que dans les pubs, ils ont continué à prendre le titre, je crois. Je me suis pas trop renseigné, non. Ils ont choisi un autre titre. J'en ai aucune idée. Ça va être dur de sortir de Love Generation. Mais tu sais, c'est pas la poule aux odeurs, hein, comme on peut le penser. Tu sais, le morceau est fragmenté, ils prennent que quelques secondes. Et au bout de 300 passages, c'est dégressif. Non, c'est plus une arnaque qu'autre chose. Ça a été compliqué à vivre sur le moment parce que toi qui viens d'un milieu justement underground, pour le coup là c'était ultra commercial. Non, en juillet 2005, quand le disque a déjà explosé avec les DJ, parce que je l'ai déjà sorti en vinyle, Pascal Nègre, je viens de le signer chez Universal, Pascal Nègre, qui à ce moment-là, le PDG d'Universal me voit, dit tiens, Starac, ils adorent Love Generation, ils veulent le synchroniser, ils veulent en faire le générique de la Starac, parce qu'il faut qu'ils me demandent mon autorisation. Je dis non tout de suite, je dis, il est hors des questions que je passe aussi par ton truc de télé-réalité, ça m'intéresse pas. Vu d'où je viens, je vais pas me mettre là. Et il me rappelle au bout de 3 semaines en me disant réfléchis, on va être numéro 1 quand même. Enfin, ça fait 10 ans que tu travailles dans les clubs, tu as tout prouvé, tu n'as rien à prouver à personne. Je veux dire, tu es là, tu as fait des trucs underground. Il y a le virage qui arrive, tu vois bien que le virage de la dance arrive. Là, tu vas être numéro 1, tu vas passer à la télé, ils vont t'inviter à l'émission, etc. J'ai dit, allez, tu vois, j'ai pas essayé de me dire qu'est-ce que vont penser les autres. J'étais très fier de mon titre. Et puis, on a été numéro 1. Ouais, on a été numéro 1. Et ça ressemblait à rien. J'ai pas copié quelqu'un pour le faire, tu comprends? Bien sûr. C'était inédit. C'était un Jamaïcain avec sur des accords de guitare. Bon, personne l'avait fait avant. Oui, en parlant de la Jamaïque. Enfin, en tout cas, pour la dance. Hein. Évidemment. Pardon, en Jamaïque, il l'avait déjà fait, bien sûr. Pardon. Bien sûr. Mais pour un DJ et pour la musique électronique. Non, c'était nouveau. Et d'ailleurs, en parlant de la Jamaïque, tu as fait un album version jamaïcain où tu as repris de tes hits que tu as fait version jamaïcaine. Ça m'a fait penser à l'album de Gainsbourg qui avait été faire ça aussi en Jamaïque, justement. Alors, je l'ai littéralement pillé, pas Gainsbourg, mais je l'ai littéralement imité parce que j'ai repris la même équipe que Serge Gainsbourg. Donc, c'est-à-dire, il y avait Sly and Robbie, et puis bon, donc le guitariste, Sly qui est batteur et Robbie qui est bassiste. Robbie qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et toute l'équipe. Donc j'ai voulu refaire un peu Aux Armes, etc. Il y avait Aux Armes, etc. et Mauvaise Nouvelle des Étoiles, donc 2 albums de Serge Gainsbourg. J'adore été faits avec cette équipe-là. Et je voulais y aller parce que je suis un grand fan de Serge Gainsbourg. Et lui aussi a été pioché un petit peu partout en Afrique, dans le jazz, dans la funk, dans le disco. Donc j'ai aimé le fait qu'il soit allé en Jamaïque et j'ai vu tous ces musiciens et je leur ai demandé plein d'anecdotes sur Serge Gainsbourg. Et j'ai fait ça en 2009. L'album a été nominé aux Grammy Awards aux États-Unis pour cette sorte, donc j'étais assez fier. Bon, ça n'a pas gagné, c'est Buju Banton qui a gagné parce qu'il sortait de prison, donc bon, il fallait lui rendre hommage, c'est tout à fait normal. Et mais j'étais fier. L'album n'a pas franchement marché, mais si vous allez découvrir donc Made in Jamaica, c'est Love Generation, World Hold On, tous les titres, What a Wonderful World, tous les grands hits. Sound of Freedom. Il y a aussi Kiss My Eyes, The Beat Goes On, I Feel For You, tout remixé original reggae. Hein. Je sais, mais je le connais l'album. Voilà, il n'y a pas d'électronique, quasiment pas. Donc j'ai un peu mixé, moi, le titre. Je l'ai un peu émulé, on va dire. J'ai un peu émulé les sons, mais c'est un album génial. Et je rebondis du coup sur les réseaux sociaux, parce que ça n'existait pas au début quand tu as commencé à bosser, ça n'existait pas. C'est arrivé en cours de route. Est-ce que ça a été compliqué de se mettre aux réseaux sociaux et de se dire, mais en fait, est-ce qu'il y en a qui ont fait le choix de ne pas s'y mettre du tout? J'en connais pas. Et c'est un. Si, Daft Punk. Ouais, voilà, Daft Punk. Mais c'est les seuls qui ont toujours fait ça. De toute façon, Thomas et Guiman, ils ont toujours eu un temps d'avance sur tout. Et puis. Et encore, ils s'y mettent maintenant, hein, parce qu'ils ont fini par monter une chaîne Twitch, par monter justement un compte YouTube. Pour lâcher quelques petites bribes, un mix, donc ils ont quand même fini par y venir. Ouais, bon, écoute, moi, ça a été compliqué pour. Je suis un admirateur de Thomas et de Guiman, vraiment. Et ça a été dur pour moi de m'y mettre parce que partager ma vie privée, je suis pas né avec ça, et faire de la promo de ta musique là-dessus, aujourd'hui, c'est la seule façon. Tu te rends compte que si le mec il ferme Facebook, là-haut là, il ferme Facebook, il ferme Instagram. Ciao. Mais non, mais fini les artistes. Il y a une coupure. Voilà, je vais même aller. Il y a une coupure d'électricité générale dans le monde. Ciao. D'ailleurs, il y a eu un black. Ouais. Mais c'est horrible. Plus de WhatsApp, plus de machin. Non, mais dans quel monde on vit? C'est un truc de fou. Ça fait flipper. Mais en même temps, pendant le confinement, ça t'a permis justement de garder un lien assez proche avec ton public. Et même, mais t'as
t'as cartonné, t'étais la star du confinement. Ouais, j'ai de plié le très game, tu loin. peux le Ah, dire. mais t'as plié le game. J'ai Alors plié là, le game, tu peux le mais dire. de très très loin. Mais de façon tout à fait naturelle, instinctive, tu vois, avec beaucoup de générosité chaque jour. Je l'ai fait déjà pour moi parce que je me sentais pas ne rien faire tous les jours. Mais ça a été entre 12 et 14 heures de travail tous les jours pour recycler des sons, pour les numériser, pour les rééditer, pour pouvoir les mixer le lendemain avec des thèmes précis. Et ça a été génial. Ça a été pour moi mon plus gros succès dans ma carrière de DJ. Parce que tu passais combien de temps? T'as combien? 10 000 vinyles chez toi? Ouais, j'ai eu 15 000 à peu près à vinyle, à vue de nez comme ça. Mais je voulais partager aux gens ma culture, tu vois. La culture avec laquelle j'avais grandi chaque année, des thèmes précis sur la funk, sur la soul, sur le disco, sur de la musique qui venait d'Angleterre, un petit peu d'acid jazz, les années yellow. J'avais plein de choses à raconter. Toujours d'ailleurs. Moi, je viens des enfants du rock, tu vois. Je viens de la culture de cette émission de télévision qui s'appelle Les Enfants du Rock. C'est là où sont venus Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Dionnet. Voilà, donc cette émission, c'était vraiment là où ils nous montraient toutes les nouveautés qui arrivaient des États-Unis, tu vois. Antoine Decaune aussi était là. Waouh, c'était ça. Donc j'ai toujours, moi, je suis là, les émissions de Dynasty sur Nova, le film Wayne's World où les mecs ils squattent la cave de leurs parents, enfin le garage de leurs parents pour créer une émission de télé pirate. Moi, je suis venu avec les radios libres et tout, donc j'ai toujours voulu faire cette émission de radio, cette émission de télé. Donc quand j'ai eu la chance, c'est une chance d'avoir été tous enfermés pour moi. J'avais un auditoire qui était là, qui était prêt vierge. Ah, mais ils avaient que ça à faire. Ils allaient dire, vas-y, fais quelque chose pour nous. Ils me le disaient, et je les entendais. J'entendais des voix. Et ça a été un carton monumental. Non, monumental. Franchement, c'était un carton monumental. Comment tu organises ta clé USB pour t'y retrouver avec des centaines de milliers de sons? J'ai pas centaines de milliers. Dans ma clé USB, j'ai 2200 titres. 2200 titres. Alors je fais un bon set. Ouais, c'est un bon set. Hein. je fais des playlists. Alors je fais mes playlists, elles s'appellent de la. Donc de la soul, de la disco, de la French, de la house, et tu pioches de dedans. La Prince. J'ai un truc spécial Prince, je ne sais pas beaucoup, mais et dedans, j'ai un petit carnet. Alors les gens se moquent pas mal de moi parce que j'ai un petit carnet comme le tien là. Ouais. Et je note des playlists des playlists de rêve que j'ai pour certains endroits. Ah, mais c'est ton carnet à spirale. Ouais, j'ai un petit carnet. Comme J'adore. Colombo, je dis toujours comme Colombo. Colombo, il a toujours un petit carnet. Je viens d'arriver. Est-ce que vous avez évoqué le back-to-back entre Bob et Pedro Winter? Et non, Bah tu oui. arrives au bon moment. Alors le back-to-back, c'est une idée qui est venue de Allo Floride, de Morgan, qui travaille chez Allo Floride. Allo Floride, qui est une agence de booking, de management, DJ et artistes en général. Et l'année dernière, Morgan nous dit, tiens, est-ce que vous feriez pas un petit back-to-back pour le festival au Touquet, qui est un festival là, génial. Ça excite beaucoup l'organisatrice. Ouais, allez, on est arrivé un petit peu comme des fleurs, lui avec sa playlist, moi avec la mienne. On passait d'un titre à l'autre et on se dit, allez, avec Pedro, on se dit, viens, on se fait un petit spécial French Touch juste pour kiffer, tu vois. On est ensemble, on est les représentants, Bien sûr. depuis que Daft Punk est parti à la retraite, on est les représentants de cette French Touch. Allez, et c'est franchement, ça a été un gros succès. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas organiser un thème l'année prochaine. Allo Floride a fait quelques sondages. Bon, on a booké 5 festivals. Bon, les Eurokéennes, on n'a pas pu le faire exactement, mais la ville de Paris, les Vieilles Charrues, Pause Guitare et les Nuits du Sud avancent. Ouais, 5 quand même des très gros festivals. On presse après Stromae, après Juliette Armanet, après des Clara Luciani, tout ça. On est sur les mêmes scènes, si tu veux. Donc c'est très prestigieux pour nous. Et puis on joue. Alors avec Pedro, on a passé sincèrement 2 mois en studio pour pouvoir reproduire tous les titres de la French Touch. C'est des titres qui ont 20 ans, 25 ans. Et qu'il fallait les défricher un peu, Il fallait reprendre les stems originales, fallait les remixer et leur donner un petit coup de boost, tu vois. Donc on a mixé, on a fait quelques bootlegs comme assez intéressants. Comme j'ai fait avec Savor Soul. On a demandé à Armand, un mec qui fait des vidéos, un graphiste extraordinaire qui bosse avec Étienne de Crécy, de nous faire des designs en reprenant les pochettes originales, en reprenant quelques clips aussi originaux, bien dilués, tu vois. Ça s'appuie pas sur la notoriété des artistes, mais on leur fait aussi un petit peu de promo. C'est la belle équipe. Et du coup, t'es plus tout seul. Ce métier de solitaire, finalement, il se fait en binôme. Non, ouais, il se fait en binôme. Alors, c'est un challenge, mais on est sur la même longueur d'onde. Alors, ce qui est drôle, c'est que lui, il est arrivé avec son côté headbanger, qui est très électro, tu vois, entre Mister Oiseau, entre Justice, entre DJ Mehdi, toutes les super prods qu'il a fait, qui sont beaucoup plus électroniques que ce qu'il y avait en French Touch, tu vois, avant. Il y a de la French Touch, il y a aussi mes titres. Bon, c'est un beau mélange de Vive la France, quoi. Mais rien n'est prévu au début. Chacun a sa clé USB, sa platine. Ah, et là, vous faites, là, tout est prévu. Là, on a une vraie playlist. Hein. Ok. Ah non, là, on a une. Là, c'est bossé parce que de tout ouf. est en synchro avec les images.
J'ai vu on a- d'ailleurs. On a tous un. Non, le titre, ça là, c'est. J'ai vu sur les visuels les images qui ont été faites Ouais, derrière. on a 34 titres. Sur les 34, il y en a certains qui sont déjà mélangés. Hein, je vais pas te mentir, parce qu'il y a quand même des acapellas qui sont sur des instrus, etc. Donc on a fait un mélange de Fantôme de Grégory et du Julien Jabre à l'époque avec l'acapella de Justice de Dance. Donc tu vois, ça, évidemment, on peut pas le faire en live, tu vois, ce serait compliqué. Donc on a fait plein de petits. Mais je vous invite à Il y venir a du découvrir. breakbot, il y a du. Ah, mais il y a tout. Il y a Justice, Breakbot, il y a Daft Punk, évidemment. Ouais. Il y a Bel Amour, il y a Mojo, bien sûr, on peut pas l'oublier. Il y a Justice, il y a DJ Mehdi. Waouh, il y a tout le monde. Et l'arrêt des Daft Punk, ça a fait un coup, ça fait bizarre, on s'y Ah, attendait. ils ont fait un album, ils font un album tous les 7 ans, malheureusement, je dirais. Donc, ouais, c'est. Ah, c'est les patrons. Mais tu crois qu'ils reviendront pour un live ou pas? Ouais, je suis sûr. Bon, là, là, ça travaille, hein, ça travaille avec des rappeurs américains. Tu vois, on peut rien dire pour l'instant, mais les mecs travaillent. À un moment, tu es saturé forcément de faire des festivals, d'être tout le temps dans les studios, puis tu travailles ensemble avec ton pote depuis 20 ans, et à un moment, faut que tu prennes un peu d'air. Mais il y a une alchimie qui est là. Daft Punk, ça peut pas mourir. C'est impossible. En tout cas, je le souhaite. Et si tu te croisais enfant, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, t'inquiète pas, je suis là. Ça va aller? T'inquiète pas, je suis là et ça va aller. Ça veut dire que tu as toujours été là pour toi? C'est ce Non, fameux, j'ai pas toujours été là pour moi, mais si je me retrouvais à côté de moi à 6 ans, je me dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au lieu d'être. Parce que moi, j'ai pas eu de père, si tu veux, donc forcément, tu as manque de repère de confiance totale, Bien même sûr. si ma mère était là pour tout. Mais le père, c'est celui qui donne les bases solides. Et là, ma fille vient d'avoir son bac avec mention assez bien. Mon fils vient de créer sa marque, là, magnifique, About Dreams. Ils sont tous les deux dans l'art, dans le machin, et je suis très fier. Voilà. Et je suis là à tous les instants. Et donc, tu es la base solide de tes enfants. Exactement. Est-ce que ce que tu as vécu et ce qui t'a nourri, le public, etc., a comblé le manque de père? Non, rien ne comble un manque de père. Même encore maintenant, rien ne peut créer, rien ne peut remplacer l'admiration d'un père. C'est pas possible. C'est la personne que tu veux impressionner en premier. Regarde, papa, comme j'ai tapé dans le ballon. T'as vu comme j'ai plongé dans la piscine? T'as vu ci, t'as vu ça? Et si l'autre dit, ouais, vas-y, si le mec il est là, ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un que tu as cherché à Les revoir pères ont perdu leur couille, mon frère. Ils ont perdu leur couille. aujourd'hui? Ah, mais oui. Ils n'ont plus aucune responsabilité de rien. Ils font des enfants. J'entends des gens, ils font des enfants. Au bout de 6 mois, ils se barrent, ils quittent la mer. Il n'y a plus rien. Ils n'existent plus. Les mecs disparaissent, quoi. Ouais, toi, ça te rend fou, ça. Ah, mais ça me rend fou. Moi, j'aime les enfants. Moi, j'aime les petits enfants entre 2 et 8 ans. Après, ils me saoulent. Tes enfants, ils sont potes d'ailleurs avec ceux de David. Est-ce que je me suis demandé si Ouais, Paloma et bien Raphaël sûr. étaient potes avec Elvis Bien et, sûr, Elvis et Angie? Ah non, Angie est un peu plus jeune. Ok. Mais ouais, bien sûr. Elvis voit souvent Rafi. Très cool. Bon esprit, bonne ambiance. Bonne vibes. Bonne vibes. Bon, bah, Mes nickel. enfants, ils ont des bonnes vibes. Merci beaucoup d'être Merci venu à passer toi. un peu de Bonne, temps ici. Très bon temps. J'espère que ça vous a plu, les amis. Hein, c'est là, le petit point rouge. C'est là, c'est là, c'est là. Avec Bob Sinclair. Allez, bisous à tous. Salut, c'était Mathieu, à plus.